Merci pour votre présence et en distanciel et physiquement. On est à 70% du déroulement de nos rencontres et le premier constat, c'est 550 inscrits et présents physiquement, plus de 700 connexions. Donc voilà, un réel engouement pour se retrouver je dirais en post-Covid, même si on n'est pas vraiment en post-Covid, loin de là, mais disons en post-crise ou de vagues successives. Donc ça a été pour nous un temps, et c'est pour nous un temps important. Ça nous permet de renouer un petit peu avec nos adhérents et de pouvoir échanger en toute liberté, même si effectivement, le geste barrière demeure encore de raison. Une belle journée hier avec des temps d'échange politiques le matin sur des tables rondes avec la place des élus et le rôle des ARS, et l'après-midi, une après-midi de réflexion sur les axes stratégiques proposés par la fédération sur notre raison d'être, qui sommes-nous, où voulons-nous aller. FHP, clinique hôpitaux privés, à mission. Vous savez que je suis attaché aux missions de service public. C'est l'essence même du rôle d'un établissement de santé, assurer des missions publiques pour le public. Donc, c'est un peu le créneau que je porte depuis maintenant, vous le savez, depuis des années. On a évoqué un nombre important de sujets. Bien sûr, on a fait un état de l'implication du secteur privé pendant toute cette crise, pendant ces pratiquement 2 années, enfin 1 an et demi, avec des tensions pendant les vagues 1, 2, 3, 4 et même 5. On a eu 5 vagues en Occitanie, parce qu'en juillet-août, on a été en Occitanie assez fortement mobilisé, ainsi que la région PACA, où nous sommes aujourd'hui, avec bien 25% des prises en charge de patients en réanimation. Les soins hors Covid, également, nous avons repris une activité en 2021 forte, supérieure à 2019, et je tiens à le redire, parce que certains s'étonnaient peut-être d'une reprise plus lente des établissements de médecine, chirurgie obstétrique. Pas du tout, nous sommes supérieurs en activité à l'année 2019. Également, nous avons évoqué la valorisation des soignants avec les Ségur 1 et 2, la formation des soignants et, je dirais, le manque criant de personnel soignant dans l'établissement pour 2 raisons. La première, une fatigabilité très importante des équipes. La seconde, une attractivité de l'hôpital public. Et la troisième, les centres de vaccination qui ont mobilisé un nombre important d'infirmiers et d'infirmières. Donc, on pense que en fin d'année, peut-être si la vaccination arrive à son terme et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une troisième dose pour tous, on pense que les centres de vaccination devraient fermer en décembre pour passer en mode ville. Également, on a apporté notre soutien aux soignants victimes de violences. C'est important de le rappeler. Nous avons œuvré pour que ces violences inacceptables soient prises en compte. La vaccination, j'en ai parlé, c'est un réel succès pour tous et on l'a vu sur l'été que nous avons passé, notamment en Occitanie, où début juillet, on pensait que nous partions vers des scores dramatiques de patients en réanimation, et ben on a pu s'apercevoir que, au contraire, ça n'a pas été aussi terrible que l'Institut Pasteur le prévoyait. Donc, on a pu passer d'une fin d'été normale, à la différence de l'année dernière, où, je vous le rappelle, en septembre, on était déjà pratiquement en confinement. Un temps fort avec notre ministre, plus d'1 heure d'échange. Pour ceux qui ont pu le regarder, c'était un échange direct, viril et amical, mais direct. Voilà, les différents points ont été abordés. J'ai abordé toutes les thématiques d'actualité de notre profession, notamment le PLFSS à venir, et notre souhait de voir proroger ou comment dirais-je, pas proroger, parce que la pluriannualité qui avait été, le protocole, voilà, je cherche le mot de pluriannualité qui avait été réalisé par Agnès Buzyn de 3 ans arrive à son terme. Donc, on part sur un nouveau protocole de pluriannualité sur 5 ans avec un Ondam à 2,5. Notre ministre doit vendredi prononcer lors de la commission des comptes de la sécurité sociale, présenter
sa vision de l'Ondam 2022. Donc, on espère il a un peu effleuré le sujet hier officiellement en disant que ce serait un Ondam supérieur à 2,3, mais on attend bien sûr les chiffres, on n'a pas plus d'informations que ça. On a évidemment évoqué le sujet de tension actuelle, que sont la réforme de financement, d'autorisation et éduquer modérateur de nos deux syndicats de spécialité, la psychiatrie et les SSR, avec une incompréhension forte, et je tiens à le redire aujourd'hui, sur le niveau d'impréparation, je ne sais pas si c'est un mot exact, sur le niveau, je dirais, un peu inquiétant et anxiogène par le manque de simulation sur l'impact de cette réforme, tant en psychiatrie qu'en soins de suite. Une réforme qui garde, notamment sur les soins de suite, une double échelle de pondération, ce qui veut dire qu'il y aura des patients qui, je prends un exemple simple, pour l'hôpital public, des patients qui seront pris en charge 35 jours pour un AVC et 25 jours en clinique privée. On ne comprend pas pourquoi il y a une double échelle de pondération médicale, également une double échelle de pondération tarifaire, et ça nous inquiète. Également, cette mise en œuvre supposée de la réforme au 1er janvier intègre, je dirais, une garantie financière, le ministre l'a dit et redit hier, mais elle ne tient pas compte, a priori, des effets de champ et des effets volume, c'est-à-dire les créations d'établissements, les augmentations d'activité liées à un nombre important de patients. Et donc, on serait un peu en budget global. C'est l'inverse de la volonté de la réforme et c'est l'inverse de ce qu'attend également nos amis de la FHF qui veulent une liberté d'action et de tarification. Donc, on est contrarié. La réponse du ministre a été, comment dirais-je, directe, mais nous continuons à marteler, comment dirais-je, toutes nos remarques, observations pour faire avancer ce dossier qui, en l'état, n'est pas acceptable. Voilà, un petit peu rapidement pour laisser la place aux questions. Hein, c'est le but d'une conférence de presse. Christine, si tu veux parler de formation, d'emploi et d'ouverture de quotas. On a eu également des réponses hier. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un des axes stratégiques de notre projet, c'est effectivement donc de développer de façon massive la formation des paramédicaux et bien sûr de pouvoir les embaucher. Vous savez que dans notre secteur, rien que sur le secteur sanitaire, donc toute fédération confondue, on va dire tout secteur confondu, pour le public, pour le privé, pour les ESPIC, il y a un manque de paramédicaux, environ 100 000 soignants sont manquants, et ça c'est uniquement pour le sanitaire. Si on ajoute le médico-social pour lequel Myriam El Khomri, dans son rapport, avait indiqué qu'il y avait 93 000 emplois disponibles, on a près de 200 000 emplois qui sont disponibles sur les métiers paramédicaux. Ce sont des emplois qui sont disponibles dans les territoires. Et donc, on se bat pour qu'il y ait vraiment un bing-bang de la formation avec une prise en compte de ces besoins, de ces pénuries de main-d'œuvre, j'ose le dire, et un effort de formation important. Pour ça, donc, il y a eu déjà des avancées. Donc, le ministre, effectivement, le rappelait hier, mais il le rappelait, c'est-à-dire que ce n'est pas de nouvelles avancées, c'est la prise en considération d'avancées qui datent du Ségur, puis du plan de relance. Nous, on s'était félicité que le plan de relance ait un axe sur la promotion professionnelle et c'était une bonne chose, mais c'est insuffisant. Donc, nous demandons qu'il y ait vraiment des mesures, donc libération des quotas de formation des infirmières et des aides-soignantes, simplification des modalités réglementaires d'ouverture des écoles, des instituts de formation, un accès massif de ces métiers à l'apprentissage. Ces métiers sont vraiment compatibles avec l'apprentissage. Une partie d'enseignement qui peut se faire en distanciel et un compagnonnage, apprentissage sur le terrain. Et bien sûr, une augmentation du nombre de jurys de validation des acquis d'expérience. Nous sommes prêts, comme d'autres fédérations, à prendre des engagements en retour de ces décisions si elles étaient enfin prises. Et ces engagements, bien sûr, ce serait donc d'accueillir massivement des stagiaires dans nos établissements, de doubler le nombre d'apprentis et bien entendu de favoriser la promotion professionnelle et d'embaucher en CDI ces personnes nouvellement formées. Voilà, Lamine, ce qu'on pouvait dire sur la formation, qui est un axe important de notre plan stratégique aussi. Merci, Christine. Je propose de répondre aux questions. Bonjour. Bonjour. Solveig Godeluc, Les Échos. Bonjour, Solveig. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu sur l'histoire de la réforme de la psychiatrie et du SSR, notamment sur… moi, j'avais le sentiment que vous n'étiez pas tout à fait… Vos intérêts n'étaient pas du tout alignés là-dessus avec
avec le public, puisque vous avez des formes de financement complètement différentes. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où on en est là? Merci. Alors, la différence de fonctionnement entre nos secteurs, si vous voulez, entre nos secteurs publics et privés, c'est que nous sommes tarifés à l'activité, c'est-à-dire au prix de journée, et le secteur public est tarifé à la dotation globale. Le principe de la réforme est de faire un mix avec une dotation populationnelle, c'est-à-dire une enveloppe globale pour gommer les inégalités territoriales et une part tarifaire à l'activité. Aujourd'hui, cette dotation populationnelle est floue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va rentrer dans cette partie. Ça, c'est le premier écueil. On ne connaît pas non plus le pourcentage de cette dotation populationnelle qui peut aller de 10% à 80%. Donc, si c'était 80%, ce serait une dotation globale. Donc là non plus, on n'a pas, je dirais, de lisibilité sur cette dotation populationnelle. Se rajoute la réforme du ticket modérateur, sur lequel il y aura également des effets de rémunération à la baisse. Et donc, ce n'est pas acceptable. Vous rajoutez ensuite… Pardon, excusez-moi, la réforme du ticket modérateur, vous faites allusion à quoi là? C'est-à-dire que le ticket modérateur, est-ce que tu veux en dire un petit mot, parce que c'est un dossier technique? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a dans les établissements privés, il y a donc un ticket modérateur qui, pour les soins, donc médecine, chirurgie obstétrique, est calculé sur 20% de la T2A, la facturation. Dans le public, ce sont des prix de journée qui étaient facturés avec des distorsions sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y avait une demande du Conseil d'État de remédier à cette différence sur le territoire et du coup une réforme. Et en fait, cette réforme, elle s'ajoute à la réforme SSR et la réforme de la psychiatrie. Et donc, si vous voulez, dans les simulations, d'abord, premièrement, on n'a pas de simulation globale par établissement, c'est-à-dire ce qu'ont les établissements aujourd'hui et ce qu'ils vont avoir demain. Donc ça, c'est très anxiogène, bien sûr, pour nos adhérents et pour nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est que comme il y a un cumul de réformes, à la fois la réforme du financement du SSR, de la psychiatrie et le ticket modérateur, donc c'est la part qui reste à la charge des patients ou de leur mutuelle, eh bien ça fait un cumul d'écart. Mais excusez-moi, mais la réforme du ticket modérateur, on a conservé quoi finalement? La réforme, elle met en place quoi? Enfin, elle met en place la même chose pour tout le monde, j'imagine, et c'est quoi? Alors, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ça dépend des activités et le prix va dépendre des activités et des tailles d'établissement. Et ce n'est pas la même chose non plus dans le public et dans le privé, puisque dans le privé, sur le médecine, chirurgie obstétrique, on garde le même système, alors que dans le public, on passe à cette typologie d'établissement. Et dans le SSR et la psychiatrie, on passerait aussi à une typologie d'établissement, donc taille d'établissement, activité d'établissement. C'est assez complexe, André. C'est un dossier complexe, mais qui a des impacts qui, normalement, le gouvernement était parti sur une neutralité, une transposition, donc sur un débat technique de transposition. En fait, on s'aperçoit que cette transposition engendre des baisses de revenus pour nos établissements qui peuvent aller entre 0,5 et 0,7%. Le principal écueil, si vous voulez, c'est au 1er janvier de rentrer un petit peu de force dans cette réforme et surtout d'être contraint. Pour moi, c'est une impossibilité, je dirais même philosophique, de fonctionnement. Nous avons toujours travaillé en fonction de l'activité et des patients que nous prenons en charge. On ne peut pas concevoir qu'au 1er janvier, on soit encadré dans un carcan fixe sur une référence d'année, mettons 2019, 2020 ou 2021. C'est-à-dire que si nous étions au budget global mettons à 100, on ne pourrait pas évoluer avec les effets volume, c'est-à-dire plus de patients, parce qu'on nous demande de prendre plus de patients en soins de suite et en psychiatrie, et les effets de création d'établissements ou de services qui ne seraient pas non plus pris en compte. Donc, on serait totalement enfermé dans une dotation globale et ça, c'est pas acceptable. Comme le disait rappelé Christine, on n'a pas de simulation en SSR, donc on ne connaît pas les effets positifs, parce qu'il y aura des effets positifs et les effets négatifs pour ces établissements-là. Donc, partir dans 3 mois en plus, si vous voulez, où on se remet, les établissements se remettent, je dirais, de 2 ans de tension, de crise et de difficultés, repartir sur
à marche forcée vers cette réforme nous pose un souci. Donc, on demande qu'il y ait une véritable concertation, que les simulations soient claires et que l'on sache d'où l'on part et où on veut arriver. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que, pour compléter, est-ce que vous avez calculé le nombre de cliniques qui seraient victimes justement de cette double réforme? En soins de suite, oui. Pardon, en psychiatrie, c'est 50%. Voilà, 50% d'établissements qui seraient déficitaires. En soins de suite, on ne le sait pas parce que le ministre l'a annoncé hier, on aurait des simulations en octobre. Je vous rappelle qu'on devait avoir des simulations en juin. Lorsque nous l'avions rencontré lors de nos rencontres régulières, il m'avait assuré que nous aurions les simulations en juin. Juin, on ne les a pas eues, juillet, août non plus, septembre non plus. Il annonce octobre et d'après ce que l'on sait, ce sera plutôt novembre. Donc, les soins de suite, je ne sais pas. La psychiatrie, 50% d'établissements seraient perdants. Oui, on pourra l'avoir, la simulation? Écoutez, il faudrait déjà qu'on l'ait. Hein. Après, bien sûr, on pourra partager l'analyse, hein, bien entendu. Celle sur la psy? Sur la psy, on verra avec notre syndicat de spécialité comment faire pour vous donner des informations précises et factuelles. Un autre souci d'ailleurs sur ces activités donc de soins de suite et d'adaptation et de psychiatrie, c'est que vous savez qu'on a régulièrement donc des ouvertures de nouveaux services, notamment des hôpitaux de jour ou des nouveaux établissements, donc à la demande des ARS, puisque vous savez que nous avons une activité régulée, c'est-à-dire autorisée. Donc, quand il y a un établissement qui ouvre une activité de jour, elle a été autorisée. Et donc, on n'a pas connaissance, dans le cadre du déploiement de ces réformes, des modalités de mise en œuvre du financement de ces nouvelles structures. Donc, vous imaginez pour un adhérent qui a investi et qui entend et qui a prévu d'ouvrir son établissement ou son service là bientôt, dans quelques mois, dans quelques semaines quasiment, d'avoir des incertitudes sur les modalités de financement de ces nouvelles activités qui ont été autorisées néanmoins par les agences régionales de santé, c'est anxiogène. Donc, on a émis un certain nombre de propositions et on espère bien qu'on va pouvoir avoir une discussion sérieuse et une négociation importante pour pouvoir être plus serein. Également, là, il y a la réforme des urgences en MCO avec une part d'activité dotation populationnelle pour la partie établissement qui, à ce stade, ne pose pas de grandes difficultés parce qu'il n'y a pas de grandes variations. Par contre, il y a des variations sur la rémunération des honoraires des médecins qui seraient rémunérés au forfait et non plus à l'acte, c'est-à-dire forfait intégrant l'âge du patient, la provenance et son état clinique, donc des forfaits. Et on s'est aperçu que sur les simulations, il y avait jusqu'à 20% de perte d'honoraires pour ces médecins. Ils sont au nombre de 700, ils passent des nuits entières parce que c'est une garde, hein, c'est pas une astreinte, donc ils passent des nuits entières sur site à répondre aux demandes urgentes de nos concitoyens. Et s'ils perdent 20% de la rémunération, ce sera pas possible. Donc là aussi, le ministre s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de perdants et à regarder le dossier pour faire en sorte que ses confrères, parce que je vous le rappelle, notre ministre est médecin, comme il l'a rappelé hier, que ses confrères n'aient pas de soucis de rémunération d'honoraires, notamment pour les gardes de nuit, dont la valorisation était indécente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les craintes que vous avez exprimées hier par rapport aux revalorisations salariales concernant les sages-femmes dans le secteur? Oui. Alors, non, c'est pour ça que j'ai demandé une clause de revoyure. Ce que j'ai compris après, sous réserve de la compréhension, donc ne prenez pas mes mots comme une certitude, c'est que lors du Ségur 1, les sages-femmes du public n'auraient pas été revalorisées. Lors du Ségur 1, nos sages-femmes ont été revalorisées à hauteur de 160 € net. Elles seront revalorisées à hauteur de 50 €, donc 40 € net, dans le Ségur 2. Donc, nous avons fait le travail, c'est effectif, et c'est pour ça qu'il a expliqué, mais à vérifier, que je n'étais pas concerné parce que j'avais déjà eu le financement pour nos sages-femmes. À voir. Par contre, quand il a donné le montant de 363 €, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Voilà. Donc, j'ai essayé, vous l'avez vu, si vous avez pu regarder, j'ai essayé de lui faire,
non pas de le pousser dans son explication, mais de reposer la question, pardon. Et voilà, donc on se reverra, je pense. Voilà, mais c'est ce que j'ai compris après, quand on a débriefé avec Jean-Louis Morizzi, qui est le président de la commission sociale de la fédération, et Fabienne qui est juste derrière nous. C'est vrai que le sujet d'équité de traitement pour nos professionnels, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est des professionnels qui font des parcours professionnels dans nos différents établissements sanitaires, médico-sociaux, privés, publics. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence des carrières. La deuxième chose, c'est qu'on a bon nombre de nos soignants qui sont allés renforcer au pire moment de la crise. Par exemple, ici à Marseille, les services de réanimation de la PHM. Dans d'autres établissements, dans d'autres régions, c'est des gens du public qui sont venus dans le privé, etc. Enfin bref, il y a eu des échanges pendant la crise Covid parce que c'était nécessaire de s'organiser ça au bénéfice des citoyens. Donc, c'est d'autant plus difficile à comprendre quand il peut y avoir des différences de traitement. Donc, pour nous, l'équité pour nos soignants, c'est très important. Juste, je suis désolée, je vais peut-être vous demander de vous répéter, je suis arrivée un petit peu en retard. Par rapport à ce qu'il vous a laissé deviner sur la hausse de l'Ondam qu'il a proposé, qui s'est engagé à dévoiler vendredi matin, vous êtes optimiste ou pas? Vous pensez que vous les avez, vos 2,5 ou pas? Oui, je pense, parce qu'il a dit qu'on serait agréablement surpris. Donc je pense, et enfin, ce qui nous intéresse surtout pour l'année à venir, c'est qu'il y ait vraiment une dichotomie entre l'Ondam, je dirais, tarifaire et les surcoûts Covid, si demain, en 2022, il y aurait encore une crise sanitaire à gérer. Voilà, et ça, c'est acquis, donc c'est rassurant également. Mais je pense, oui, je pense. Après, on a tellement l'habitude des Ondam à 2,3, 2,5, 2,7, et puis in fine, on se retrouve avec 0,5 ou 0,6 de tarif. Donc voilà, je méfie, moi, des effets d'annonce. Et c'est vrai que les parlementaires qui étaient présents hier étaient tous satisfaits d'un Ondam à 2,3 ou 2,5 parce que eux, dans leur esprit, c'est 2,3 ou 2,5 de hausse de tarifs. C'est pas ça. Et vous le savez très bien, on l'a vécu par le passé, il peut y avoir des baisses de tarifs avec un Ondam à 2%. Quand on prend en compte l'effet volume, quand on prend en compte l'effet champ, quand on prend en compte les économies à trouver, mais il a été clair là-dessus, je crois qu'il l'a dit, qu'il n'y aurait pas dans le PLFSS d'économie. Je ne sais pas si c'est Thomas Meignet qui l'a dit, qu'il n'y aurait pas d'économie dans le PLFSS encore 2022. Je crois que c'est lui qui l'a dit. C'est important parce qu'en fait, c'est un changement de regard. Vous avez peut-être entendu certains intervenants hier qui ont défendu finalement une construction positive de l'Ondam avec des objectifs de santé déclinés en chiffres nécessaires, en somme, je veux dire, à mobiliser pour des objectifs. C'est tout à fait différent de l'approche précédente et qu'on a connue pendant 10-15 ans, malheureusement, qui était une approche budgétaire basée sur le plan d'économie par rapport à l'année d'avant. Ce qui est pas très valorisant finalement pour les professionnels de santé, alors que là, le fait qu'il n'y ait pas d'affichage du plan d'économie, d'après ce qu'on nous a annoncé hier, parce qu'on n'en sait pas plus que vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense, quand même pour la construction et pour un objectif qui nous tient à cœur, qui est la priorisation d'objectifs et un chiffrage de ces priorisations pour mettre en place une politique de santé et pas un rabot comptable. Juste pour finir, dans les choses qui ont été annoncées hier, quel est le coup de pouce qui vous paraît le plus positif, que vous attendiez ou pas, mais voilà, le coup de pouce essentiel dont on vous a fait signe hier. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est pour ça qu'on a rappelé le principe de l'équité. C'est que chaque mesure, alors bien sûr, il a parlé de 10 milliards d'investissements, il a parlé que c'était le plan hôpital 2007 et 2012 réunis. Bon, mais c'est pas pour nous. C'est investissement, on espère. Pas autant que. Oui, mais on espère quand même que ce sera. On espère qu'on sera éligible. Non, par contre, le désendettement, là, on n'est pas concerné parce qu'on n'est pas service public hospitalier. Donc voilà. Non, il n'y a pas eu de nouvelles hier. Il n'y a pas eu de nouvelles, si ce n'est une réaffirmation de sa volonté de rentrer coûte que coûte dans la réforme si est nécessaire parce que c'était un engagement. Et on a mal vécu, si vous voulez, sa réflexion qui était de dire l'hôpital public attend cette réforme parce qu'il était dans un carcan que l'on entend, que l'on comprend de dotation globale, donc il ne pouvait pas se développer.
Et ce qu'il propose, c'est justement un carcan pour nous. Donc, c'est ce qu'on a mal vécu. Voilà, on l'a vécu un peu comme non pas une agression, parce que le ton était correct, mais enfin viril, mais correct. Mais c'était voilà, de nous dire de faire ce parallèle, c'était pas voilà, on l'a mal vécu, je dirais, parce que c'est ce qu'il nous propose pour janvier 2022. Madame, vous vouliez. Oui, est-ce que vous ne craignez pas que finalement les bonnes nouvelles que vous pourriez avoir vendredi soient juste un effet de la présidentielle et que dans un an, on revienne à une politique de Oui, vous savez, j'ai appris avec le temps à essayer de profiter du moment présent et de ne pas m'inquiéter pour le moment futur. Parce que comme je dis souvent, le pire n'est jamais certain. Et donc, je garderai toujours mon optimisme légendaire, même si par le passé, j'ai connu 5 années de baisse tarifaire. Voilà, donc quand on a connu ça, on peut se dire que ça peut pas être pire que les années 2017. Oui, voilà. Et avant. 2012-2017. Voilà. Non, je suis pas. Par contre, bien sûr, on n'est pas des perdreaux de l'année, comme je dis avec affection. Les 40 milliards de déficit, il faudra bien un jour bien sûr qu'on se pose la question. 40 milliards de déficit d'assurance maladie, voilà. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à générer, non pas du déficit, mais à générer une dette. Mais enfin bon, cette dette-là, elle a été utilisée pour, je dirais, prendre en charge la pandémie mondiale. Voilà. Puis, il n'y a pas que notre secteur qui a généré, je dirais, de l'aide. Tous les secteurs ont été aidés et c'est tant mieux. Une croissance qui revient, un moral des Français qui est bon et on espère, hein, c'est ce que je ressens, c'est que non pas que le Covid soit derrière nous, loin de là, mais on sent quand même qu'il y a l'effet de la vaccination et ça nous laisse présager, je dirais, une rentrée ou du moins un hiver qui soit serein et travailleur. Voilà. Et puis le ministre a très bien dit, de confiner, des couvre-feux, etc., ça ne marche pas. Enfin, ce n'est plus non, pardon, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que ce n'est plus la stratégie qui sera adoptée si demain il y avait un nouveau variant. Enfin, c'est ce qu'il a dit hier. Madame, vous voulez poser une question? On rentre dans une grande séquence politique avec de nouveau l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous réclamez aux candidats en priorité pour les cliniques? Voilà, on va bâtir notre plateforme de proposition pour l'élection présidentielle, mais peut-être le maître mot, c'est l'équité. Pour prendre je dirais une synthèse de ces 2 années, c'est de se dire, on garde tout ce que l'on a fait, complémentarité, concertation, équité, transparence, coopération. On garde tout ce qu'on a fait sans le Covid. Voilà. Hein. On garde toutes les bonnes choses qui ont été faites sans le Covid. Voilà. Moi, c'est un peu c'est un peu le créneau que je veux porter pour l'année à venir et les années à venir, c'est de se dire, voilà, tout ce qui a été fait, de belles choses, on va continuer à les faire et on n'aura plus ce virus au milieu qui nous empêche de vivre. Mais il faut garder ça. Il faut garder la complémentarité, coopération, amitié également. Si, comme je disais, s'il y a plus de 500 personnes en présentiel hier sur notre congrès, c'est qu'il y a une envie de se retrouver. S'il y a plus de 700 personnes connectées, c'est qu'il y a une envie de participer. Et c'est vrai que on l'a vu hier, nos adhérents étaient attentifs, et ils étaient présents, ils ont été, voilà, ils étaient une envie de se retrouver et d'échanger. Donc, il faut garder tout ce qu'on a fait de bien et puis oublier cette pandémie si on peut, quoi. Voilà. Donc, le maître mot, je pense, hein, ce sera équité, émission. Voilà. C'est pour ça qu'on a changé, on a complété notre charte graphique avec clinique hôpitaux à mission, mission de service public, urgence, formation, enseignement et également, je dirais, prise en compte de tout le maillage du territoire que nous réalisons de fort belle manière. Dernière question. Oui. 22. Oui, moi je vais devoir aller à l'Assemblée générale des soins de suite. Christine restera pour d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez
Il reste à vous. Merci. Bon, mais oui, Merci. bien sûr, merci. Oui. Merci, mais comme on ne va pas se quitter, enfin, du moins ceux qui sont Oui. là, et ceux